qui ne cesse d'appeler à un partenariat franc sur le plan sécuritaire avec la Russie pour la résolution définitive de la crise sécuritaire sur le territoire. L'ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexei Saltykov, a été reçu en audience par la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rwamba. Celui-ci a émis au nom de la Russie une volonté d'intensifier la collaboration avec Ouagadougou, notamment sur l'aspect sécuritaire. À noter que depuis plusieurs mois, des rumeurs fondées et dispatchées par les médias étrangers à l'Afrique nourrissent une présence des paramilitaires russes au Burkina Faso. Annonce bien entendu démentie par les deux parties. La dernière attaque, il y a 6 jours, faisait encore 44 morts, une façon de presser le capitaine Traoré dans l'optique de cette décision tant attendue. L'on s'interroge dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Ceci est un sujet d'accueil et lorsqu'il s'agira de discuter de la thématique principale, on s'intéressera à la République démocratique du Congo et surtout à la présidentielle. Tenez-vous tranquille, Katumbi, Sesanga, Matata, Fayulu ont décidé de se réunir ce 14 avril 2024 et l'on s'interroge donc dans le cadre de cette émission, est-ce une alliance contre Félix-Antoine Tshisekedi qui se forme? L'on aura le temps d'en parler au cours de ce programme qui reçoit un panafricaniste comme invité. Évidemment, il s'agit de soumettre toutes ces questions à son regard panafricain. Il s'agit de Bertrand Tatina, il est homme politique. Merci d'être avec nous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Bégoudé, je suis très content d'être à nouveau là avec vous pour discuter des thèmes dont vous venez brillamment de mettre en appétit nos auditeurs. Bonsoir à nos auditeurs. Il fait un temps frais sur la ville de Douala, c'est pas toujours que l'on a ça. Eh bien, bonsoir au technicien, M. Dibongue. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le retrouver. Je le connais depuis un certain temps, M. Dibongue, je le connais un certain temps. À M. Son, dans une autre vie, on s'est connus dans une autre vie. Il est très professionnel, très sérieux. Et le tout jeune collaborateur dont j'oublie le nom qui nous accompagne. Merci de m'avoir invité. Et c'est nous qui vous remercions de votre présence qui nous honore également et celle de nos différents téléauditeurs. On démarre les hostilités juste après cette transition. Vous êtes nombreux à nous regarder sur nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube, For You Media Africa, à nous écouter sur la 96.3 FM For You Radio et vous serez nombreux également à nous regarder sur nos antennes télévisées de For You Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci à vous d'être parmi nous. Nous sommes au Burkina Faso pour démarrer cette émission. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, serait-il pressé par la Russie de se tourner vers elle comme partenaire sur l'aspect sécuritaire? On s'interroge sur cette question dans le cadre de cette émission. Bertrand Tatina, quel est votre regard par rapport à cette actualité? J'ai un regard, disons que l'actualité au Burkina Faso nous intéresse à juste titre. Elle est assez préoccupante. Sur le terrain, la situation n'est pas bonne. Nous avons plus des informations concernant le bilan des djihadistes. Les morts continuent à arriver. Ils gagnent du terrain. 40% du territoire échappe à l'autorité principale. Et le capitaine se bat un peu comme il peut. J'avoue que moi, personnellement, je dis bien moi personnellement, oui, j'ai du mal à véritablement lire la stratégie du capitaine Traoré. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il ne fait rien. Il est même très volontaire. Il a fait signer un pacte d'union sacré. Il mobilise. Il a lancé il y avait quelque temps un enrôlement. Il les forme, il restructure son armée. Mais je ne vois pas bien véritablement la stratégie. Je ne la comprends pas. Du moins, je ne la comprends pas. En face, vous avez cette crapulerie et cette criminalité dont on ne comprend exactement pas aussi le véritable enjeu politique d'assassiner des populations innocentes. Que vous êtes aujourd'hui appuyé sur un djihadisme idéologique.
c'est-à-dire qu'une interprétation entre guillemets satanique du Coran, et vous y mettez de l'idéologie, que vous ayez même une envie de pouvoir gouverner, oui, c'en est une chose, mais vous voulez gouverner les populations, souvent même des populations musulmanes, qui sont un peu qui se réclament un peu, dont vous vous réclamez de la même appartenance religieuse. Pourquoi vous les assassinez? Donc on a cette situation-là qui est très très compliquée. À côté de ça, le Burkina Faso sort pratiquement de 15 années de crise consécutive. Roch Marc Kaboré avait apporté aucune solution. Or, pour combattre le djihadisme, pour sortir vainqueur de cette histoire, il faut avoir un minimum de moyens. Restructurer une armée demande des moyens. D'ailleurs, les États, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne restructurent pas des armées, ils font voter des lois de programmation militaire. C'est-à-dire qu'une professionnalisation, une réorganisation, une formation, un équipement, un certain nombre d'investissements, parce que le militaire n'est pas seulement lui donner une arme. Il faut qu'il ait bien mangé, il faut qu'il soit bien logé, donc il faut que vous ayez des camps militaires. Il faut même qu'il ait un certain type de souci qui ne doit pas, comment je vais dire, altérer sa volonté de combattre. Prends un exemple simple. Vous devez faciliter l'acquisition de logements, même aux jeunes militaires, ce qu'on appelle les hommes de terrain. Imaginez-vous, ils sont généralement dans nos armées sur le terrain à 23-24 ans. Ils ont des jeunes fiancés. Ils ont généralement 1 ou 2 enfants maximum. Les aînés ont généralement 3 ou 4 ans. Quand il va au front, quand il pense à la jeune fille de 18 ans qui a décidé de lier sa vie à lui, et s'il décède, il n'a pas un logement, il n'a pas possibilité d'avoir un logement. Et moi, j'ai souvent vu, même ici dans le cas du Cameroun, des camions militaires déménager les familles quand le pauvre est décédé. Certes, la République reconnaît sa bravoure, on le décore à titre posthume, mais le camion militaire est obligé de dire à la jeune dame, vous devez partir de logement avec généralement un bébé ou un nourrisson entre les bras. Donc, vous voyez que tout ça rentre dans une véritable loi de programmation qui demande beaucoup d'argent. Est-ce que le capitaine Kaboré aura les coups de France? Donc, ces consultations, ces discussions avec la Russie, avec un certain nombre, avec le Mali, s'inspirant de l'exemple malien, ces discussions avec la Russie, un peu avec aussi la Guinée-Conakry, peuvent aider à comprendre que il essaye de voir les voies et moyens, de rechercher les moyens pour peaufiner la stratégie, mais en ce qui concerne la stratégie de défense, d'attaque, de lutte contre le djihadisme, moi, Bertrand Tatinda, j'ai un manque de lisibilité claire là-dessus. Alors, vous partagez l'avis de bon nombre d'observateurs de la scène panafricaine, comme je disais tout à l'heure, qui estiment qu'il faudrait absolument pour le capitaine Traoré se tourner vers le partenaire russe afin que le travail accompli en République centrafricaine, par exemple, au Mali, soit également le même sur le territoire burkinabé. Tout à l'heure, enfin c'est une question à laquelle vous pourrez répondre, tout à l'heure vous parliez de cette démarche du président Traoré qui, lui, il vient de décréter l'ordre de mobilisation générale et de mise en garde dans le but d'apporter un cadre juridique et légal aux actions engagées par l'État dans le cadre des luttes antiterroristes. Est-ce qu'il préfère compter avant tout sur ses compatriotes, Traoré? Il n'a pas de choix. Quand vous êtes en guerre, vous voulez compter sur qui? Vous comptez d'abord sur vos compatriotes. Sauf que ces rapports à la Russie sont ambigus. Oui. On a l'impression de 2 personnes qui se draguent sans forcément vouloir se jeter dans les bras de l'un et l'autre. Parce que le vice-premier ministre, ils ne sont pas clairs pour qu'ils disent pas à la Russie, venez nous aider dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas une déclaration formelle, il n'y a pas un engagement formel, il n'y a pas une démarche formelle de demander de façon officielle l'aide à la Russie, l'aide militaire. Vous savez, la Russie, c'est un pays qui ne sait pas faire, c'est un pays qui est un peu comme l'Algérie. C'est un pays qui ne sait pas faire de faux semblants. Quand l'Algérie est avec vous, elle est avec vous, elle le déclare à haute voix. Pareil pour la Russie. Quand nous avons eu des attaques en 2014, 2016, au plus fort des attaques de Boko Haram contre l'État du Cameroun, l'État du Cameroun a discuté avec la Russie. Et au sorti d'une réception au Palais de l'Unité, l'ambassadeur russe, qui après allait en Guinée équatoriale, je ne sais pas toujours s'il y est, avait déclaré sur le perron que la Russie se tient aux côtés du Cameroun et dotera le Cameroun d'armes de dernière génération pour combattre le djihadisme.
Je dis, la déclaration était forte de dire, nous nous tenons aux côtés du Cameroun et nous allons doter le Cameroun d'armes de dernière génération. D'ailleurs, ça avait rapidement amené un accord de coopération militaire, phase 1, qui a été renforcé dernièrement par la phase 2. Donc tout le monde a découvert la phase 2 alors que c'était un accord militaire qui avait déjà été signé. Vous voyez, la déclaration avait été claire. Il n'y a pas ça. Dans votre introduction, vous avez expliqué que M. Traoré a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères russe. La déclaration était quoi, Madame Bégoudé? Oui, la Russie se tiendrait à la disposition et puis le Burkina Faso... La déclaration était même beaucoup plus russe. Oui, et puis la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, oui, elle a déclaré que oui, la coopération avec la Russie, il n'y avait rien de clair. Il n'y avait rien de clair. Dans une situation où 40% du territoire est pris, dans une situation où chaque jour, les djihadistes annoncent leur macabre bilan. Comment vous pouvez recevoir le vice-ministre des Affaires étrangères russe sans qu'au sorti de ça, il y ait une déclaration solennelle et dit le Burkina Faso a demandé de l'aide militaire. Je dis l'aide militaire. Allons d'abord dans le militaire. De l'aide militaire à la Russie qui a répondu favorablement. Et vous signez un premier protocole. Et même une rencontre comme celle-là, j'aurais aimé voir le ministre de la Défense. Mais on est en état de guerre. Quand vous mobilisez les gens, vous déclarez l'union sacrée, mais on est en situation de guerre. Ça veut dire qu'il n'y a même plus de gouvernement. Il y a ce que De Gaulle avait fait en 40. C'est-à-dire que rallier la France libre vers lui et dire à partir d'aujourd'hui, moi le général De Gaulle, je suis la France. Et je veux parcourir la terre entière pour chercher des alliés qui vont se mettre à mes côtés pour qu'on aille libérer la France. Moi, je crois que c'est ça avec le Burkina Faso. Mais on a l'impression que le pays s'en sort plus ou moins et qu'il discute avec la Russie et que c'est un peu comme si on a peur. Ils ont peur d'être pas trop accusés de recevoir Wagner. Et comme vous le dites au sorti de cette rencontre, c'est plus les Russes qui bavardaient. On n'entend rien. Le ministre de la Défense est muet. On n'entend pas. Donc, c'est ça qui fait, pour moi, dire que je ne comprends pas. Ici, tout proche de chez nous, la RCA, quand elle s'est retrouvée dans une situation comme ça, le président Touadéra n'a pas hésité à faire appel à la Russie. C'était clair. C'était clair. Il a fait appel à la Russie. D'abord pour former les FACA, les troupes des FACA. Pourquoi le Burkina Faso imiterait déjà pas ça? Pour former ces troupes. Parce que les troupes aéroportées russes, la lutte contre le djihadisme, contre Daesh, il n'y a personne qui a réussi à infliger autant la déculottée que les troupes russes ont infligé à Daesh au nord de la Syrie. Pourquoi il n'y a pas cette demande d'aide pour restructurer les troupes? Pourquoi il n'y a pas cette demande d'aide d'armement adaptée? Pourquoi il n'y a pas cette demande d'aide véritablement de voir la Russie appuyer sur ce que je peux appeler l'économie de la guerre? Ben, on a des déclarations diplomatiques. Ils ont encore le temps de faire des déclarations diplomatiques? Où le capitaine Traoré attend quand les djihadistes vont toquer à sa porte et dit « Monsieur Traoré, veuillez sortir. Nous vous donnons 2 minutes pour sortir. » C'est ça qu'il attend. C'est bien beau la mobilisation, c'est bien beau les grandes déclarations, c'est bien beau de dire « Je ferai pendre le traître », c'est bien beau. Mais pendant ce temps, les résultats ne sont pas terribles sur le terrain. Donc on attend aujourd'hui du Burkina Faso des déclarations formelles et des partenariats officiels. Moi, c'est ce que j'entends. Une situation comme celle-là... Quand l'ambassadeur russe et le Cameroun font des déclarations fortes d'engagement mutuel, ben, Yaoundé n'est pas menacé. Boko Haram est à l'extrême nord, même pas pratiquement à Moura. Ils attaquent aux frontières du Cameroun qui donnent dans l'état du Borno-Madigori. Donc ils sont à quoi? Ils sont à 1700 km de la capitale du Cameroun. Et ils ne tiennent pas 1 cm² du territoire camerounais. Ben là, il y a déjà un engagement fort du président de la République qui se dit, il me faut un allié géostratégique. Parce que le président comprend aussi que cette histoire peut se jouer sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Imaginez-vous que ceux qui sont cachés derrière les djihadistes burkinabés là, portent le problème au Conseil de sécurité. Parce que c'est là où se joue aussi la guerre contre le djihadisme. Mais vous aurez bien besoin de la Russie et de la Chine pour leur droit de veto. C'est pour ça qu'aucun problème de politique intérieure du Cameroun, que certains de nos faux amis ont voulu transformer en politique internationale et donner l'impression que les problèmes camerounais inter-camerounais, camerouno-camerounais menacer la paix mondiale, ont jamais traversé... là, on peut dire le stade de ce qu'on peut appeler une rencontre informelle au Conseil de sécurité, parce qu'on avait un allié, on avait des alliés sur le terrain. La Chine était le partenaire économique et n'a jamais failli. La Russie est arrivée comme partenaire stratégique.
économique même aussi, avec aujourd'hui les intérêts dans le gaz camerounais, et aussi aujourd'hui dans un double accord militaire extrêmement renforcé. Nous disons souvent à ces jeunes chefs d'État de venir rencontrer les patriarches. Je ne vois pas ce qui gênerait le capitaine Traoré de faire une tournée dans la CEMAC. On rit souvent la CEMAC, vous avez les plus vieux présidents, oui, mais on a aussi les présidents les plus sages. Vous savez, quand vous avez 70 ans de vie politique, 40 ans de pratique politique à la tête d'un État, où vous en avez vu des vertes et des pas mûres, vous en arrivez à tirer un peu d'expérience et à comprendre certaines situations. Il est tout jeune, M. Traoré, il est tout jeune. Ce n'est pas une injure être jeune, c'est souvent beaucoup de vitalité, beaucoup de dynamisme. Mais il n'y a pas que le contour, aller à l'affrontement d'une histoire comme celle-là, il y a aussi, il faut pouvoir savoir gérer aussi un peu de politique. Un peu de politique. C'est-à-dire qu'il y a le militaire, c'est bien, il faut gérer le politique, il faut gérer la géopolitique, il faut gérer son environnement, il faut gérer les susceptibilités de certains voisins. Il faut pouvoir allier certains partenaires à votre cause en ayant négocié sur le plan politique. Nous avons déjà parlé de ça ici. M. Tshisekedi a aussi ses lacunes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à ça que servent justement ceux qui entourent le président Ibrahim Traoré, notamment son premier ministre, le ministre de la Défense, par exemple? Vous avez dit tout à l'heure qu'il est jeune, il devrait se rapprocher de ses aînés, mais pourquoi pas déjà copier à côté? Vous avez parlé du Mali et puis retour à la CEMAC en République centrafricaine. Oui, la seule coopération avec le Mali ne suffit pas. Son pays n'a pas qu'une frontière avec le Mali. Son pays a une frontière avec le Mali, mais avec d'autres pays. Et aujourd'hui, comment vous faites? Vous avez un pays qui est très important dans ce que je peux appeler la bande sahélo-saharienne, qui est l'Algérie. Il faut beaucoup discuter avec Alger, parce que beaucoup de ces djihadistes sont les rescapés de ce que j'appelle la deuxième guerre d'indépendance d'Algérie, qui a eu lieu en 90, qui a commencé sous M. Chadid, après l'interruption du processus électoral. Ben, l'armée avait pris les choses en main. Demandez à M. Chadlit, à l'époque président algérien, d'aller à la télévision dire sa lettre de démission. L'armée lui a dit, j'étais jeune étudiant en France à l'époque. Donc, de discuter, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de discussions, à moins que nous sommes ici, nous sommes un peu loin du front, mais on n'a pas cette impression que le Burkina Faso est accroché à l'Algérie pour beaucoup de discussions avec l'Algérie, surtout que la Russie est un partenaire fort de l'Algérie. Dans le cadre de l'intégration de l'Algérie au sein des BRICS, vous avez la Russie qui a donné son feu vert. On n'attend plus que la décision en quelque sorte de l'Inde. Donc, même en termes de coopération militaire, stratégique, économique, politique, l'Algérie, c'est un allié de la Russie qui peut jouer les entre-gens pour davantage aller dans une autonomie. Deuxième des choses qu'il faille aussi dire, quand vous dites comme ça, c'est pas clair. Si vous, Madame Bégoudé, dites-le moi, c'est pas clair. C'est-à-dire que, et c'est un pays qui manque de ressources sur le plan économique. Moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet, contrairement à ceux qui voient plutôt beaucoup d'optimisme. Je suis très inquiet pour le Burkina Faso. Il ne s'agit pas, je répète encore une fois, de dire que le capitaine fait rien. Il se bat comme il peut, mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas suffisamment, que les politiques du n'est pas suffisamment épaulé. Oui, par les politiques, même par les politiques dites de l'opposition, c'est-à-dire qu'une véritable union sacrée politique. C'est important, parce qu'un chef militaire aussi, un chef d'État aussi gagne une guerre quand sur le plan politique, il est fortement soutenu. Vous avez souligné tout à l'heure l'exemple de l'Algérie. Certains jettent à l'Algérie une position plutôt floue quand on fait un retour au Mali avec, par exemple, l'accord d'Alger où on estime que l'Algérie a un parti pris entre Bamako et Kidal. Mais l'accord d'Alger a été signé par les Maliens. Maintenant, le contexte dans lequel il a été signé, ça on peut négocier. L'accord d'Alger n'est pas un accord tripartite entre l'Algérie, l'Azawad et l'État malien. Non. L'accord d'Alger est un accord entre l'État malien et l'Azawad. Alger a été un facilitateur. Deuxième des choses, personne n'a obligé l'État malien d'aller signer l'accord d'Alger en Algérie. Personne. Personne. Même pas l'Algérie. Même pas l'Algérie. L'État malien était dans une situation extrêmement compliquée. Aujourd'hui, il crie, oui, nous avons signé dans une situation où nous étions faibles, affaiblis. C'était compliqué pour nous. Oui.
On peut leur on concéder vous croit, cela. vous avez signé dans ce camp. Mais jusqu'à présent, les autorités de Bamako ne jettent pas l'accord d'Alger. Entre eux, le président Goïta qui ne parle pas et le Premier ministre qui explique que tout n'est pas jeté dans l'accord d'Alger. C'est pas un peu ambigu? Vous ne voulez plus de l'accord d'Alger. Venez à la télévision, vous déchirez l'accord d'Alger. Il estime qu'il y Ceux a des qui parties tiennent le qui sont pouvoir, récupérables. ceux qui tiennent le pouvoir à Bamako sont connus. Oui. Et nous l'avions dit quand ils sont arrivés à la tête qu'il faut jeter l'accord d'Alger. Mais ils nous ont contredit. Ils expliquent que tout n'est pas jeté dans l'accord d'Alger, qu'il y a des choses négociables dans l'accord d'Alger. Eh bien, moi, c'est une position déjà ambiguë. Qu'est-ce qui est négociable dans l'accord d'Alger? Il faut le dire. Qu'est-ce qui n'est pas négociable dans l'accord d'Alger? Il faut le dire. Les djihadistes, ils expliquent que eux, l'accord d'Alger ou rien. Ben, il y a beaucoup d'ambiguïté. Pourquoi vouloir déporter ces problèmes sur Alger? Comment vous faites pour gagner la guerre dans le Sahel sans l'Algérie? Donc moi, je ne veux pas m'inscrire dans une forme de tendance à expliquer aujourd'hui que le petit Satan, c'est Alger. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que vos problèmes premiers sont d'abord les autres. On est d'abord responsable de sa propre vie. Donc on est d'abord responsable de ce qui nous arrive à nous. C'est pas l'Alger qui a demandé aux Maliens de se convertir à la démocratie occidentale et tous les 5 ans de nommer des soi-disant jeunes présidents démocratiques qui n'ont même pas pu entretenir l'État. C'est pas en Algérie, c'est les services secrets et l'armée qui tiennent le pouvoir. Je vous ai dit en 90, quand M. Chadli s'engage dans ce qu'on a appelé les vents de libération, les vents démocratiques. Il organise des élections démocratiques. Au premier tour, le fils à 60%. L'armée l'appelle et dit, Monsieur Chadli, c'est vous qui êtes responsable de ça. Allez lire votre démission et vous sortez de la sphère politique. Monsieur Chadli va s'exécuter, il va aller lire sa propre démission, il va sortir de la vie politique algérienne. Voilà l'Algérie! Moi je l'ai toujours dit, je suis partisan, je suis soutien des dictatures. Je suis partisan d'avoir des armées fortes. Je suis un véritable soutien des pouvoirs forts. Pourquoi? Parce que les pouvoirs forts, les systèmes forts, Madame Bekoudé, produisent des hommes forts. Et quand vous avez des hommes forts, 40% de voyous n'occupent pas le territoire. Donc, enfin, je chute là. Oui. Au plus fort de la crise contre la CEDEAO, du Mali contre la CEDEAO, où personne avait le courage, devant caméra et à visage découvert, de crier son amour au Mali. L'Algérie était à côté du Mali. L'Algérie va même briser une forme d'isolement en refusant de faire appliquer ce qu'on va appeler un embargo sur l'aide humanitaire. Vous savez qu'ils vous forcent souvent l'embargo même sur les produits pharmaceutiques. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. L'Algérie va refuser de le faire. J'ai encore des images où j'ai vu des militaires algériens aux côtés des militaires maliens. J'ai des images des ministres et des chargés de mission de M. Goïta envoyés à Alger. J'ai des images de M. Goïta recevant les hommes politiques algériens. Je vous ai expliqué que l'Algérie n'est pas un pays qui fait dans le faux semblant. Si l'Algérie a un désaccord avec le Mali sur une situation claire, l'Algérie le dira. Ce n'est pas une injure de dire que l'Algérie est quand même un pays sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan géostratégique, qui est quand même un peu plus solide que le Mali, qui se reconstruit. Ce n'est pas une injure de le dire. Le Mali est en train de se reconstruire, ils sont même encore en transition. Ils sont encore en transition. Il n'y a pas un État avec toutes ces structures et ces institutions légitimes, légales, votées là pour repartir. Le président Goïta se bat comme il peut, mais lui, le président Goïta, il ne peut pas tenir le propos de certaines personnes qui aujourd'hui trouvent un jeu très trouble à l'Algérie. Parce qu'il sait qu'il a besoin, il aura besoin d'Alger. Il aura besoin d'Alger. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Algérie a une situation ambiguë dans la situation de la guerre contre l'Azawad. Non. Si l'Algérie soutient les mouvements d'Azawad, l'Algérie le fera à visage découvert. C'est comme dans la crise du Sahara, du Sahara occidental, du Front Polisario. C'est le seul pays en Afrique qui assume sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, le soutien au Front Polisario. Qui d'autre le fait? Personne. Même pas mon pays, le Cameroun. Il se prononce. Chacun dit on s'en remet aux résolutions de l'ONU. Mais tout le monde voit que le Maroc bafoue les résolutions de l'ONU, soutenues par le camp occidental. L'Algérie est le seul pays qui non seulement leur donne de l'asile, a rompu à cause de cette situation ses relations diplomatiques avec le Maroc et apporte un appui militaire clair.
Donc, ce n'est pas un pays qui sait faire dans le faux semblant l'Algérie. Non. Merci Bertrand Tatinda. C'était notre sujet d'accueil. On s'intéressait à un certain axe, Ouagadougou-Moscou. Est-ce un appui sécuritaire de la Russie qui se peaufine de ce côté-là? Et avec vous, on a compris que l'ambiguïté ou alors le trop-plein de neutralité dans les décisions ou alors dans les partenariats entre les deux pays vous agace un tout petit peu. Ben ouais. Si vous vous aimez, il faut vous dire je t'aime et l'autre doit répondre je t'aime aussi. Donc souvent dire qu'on devra lire dans les signes, personne ne veut lire dans les signes. Chacun attend la déclaration d'amour. Donc Moscou attend une déclaration d'amour formelle et dire que de Ouagadougou, eh ben Moscou, je vous aime, et Moscou répondra Ouagadougou, je vous aime, et il s'engage dans une véritable relation d'amour. Mais cette histoire où on se fait des signes et que chacun doit interpréter le signe de l'autre alors que Ouagadougou est dans une situation extrêmement compliquée, eh bien... Mais dans cette histoire d'amour, c'est à Ouaga de faire le premier pas. Eh bien, bien sûr, parce que Ouaga, c'est pas 40% du territoire russe occupé. Eh bien, c'est 40% du territoire du Burkina Faso. Je ne parle pas du désastre humanitaire, des crimes, des viols de femmes, des assassinats d'enfants. Donc, il devait même le crier à tue-tête. C'est-à-dire que tous les jours, il devait crier « Moscou, venez à notre secours ». Merci, monsieur Tatinda pour ce premier jet justement sur ce sujet d'accueil. Juste après cette transition, on met les petits plats dans les grands. Et nous voici qui déposons nos valises à présent en République démocratique du Congo. Est-ce que ça chauffe à Kinshasa pour le président Félix-Antoine Tshisekedi? C'est la question que l'on se pose. Quelques semaines seulement après la nomination à des postes stratégiques de Vital Kamerhe et puis Jean-Pierre Bemba pour peut-être voler au secours sur les aspects sécuritaires et économique du pays, voici qu'une alliance qui entend démontrer sa solidité fin de se créer à Lumumbashi. Katumbi, Matata, Fayulu et Sesanga se sont réunis ce 14 avril 2023 et ont publié une déclaration commune dans laquelle ils accusent le pouvoir en place d'être à l'origine de la pérennisation des maux du Congo. À quelques 7 mois de la présidentielle sur laquelle Tshisekedi avait d'ailleurs jeté le trouble ou alors le flou il y a quelques semaines, tous jusqu'ici sont déclarés candidats à la prochaine élection. Bertrand Tatinda aurait-il décidé de faire front commun pour s'assurer d'avoir la victoire? Pourquoi maintenant les bilans des attaques dans l'est du pays sont brandis par ces différents hommes politiques en pompe pour justifier une telle hargne, de même que des injustices de tout genre? Est-on finalement en face d'un front qui a compris le jeu politique, ou encore on assiste tout simplement à la fabrication d'un discours politique défavorable pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Enfin, jusqu'où ira ce front contre Tshisekedi? Avec vous, on tentera d'avoir quelques réponses. Mais commençons déjà par se poser la question de savoir que peut donner ou alors que peut apporter de plus sur la scène politique une alliance Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga. Ce sont des hommes politiques congolais. Ce sont des hommes politiques congolais. Ils sont populaires. Monsieur Katumbi, personne ne peut le nier. Oui. Il a beaucoup de partisans au Congo. C'est un homme politique qui compte. Il n'est pas dans ma lignée politique, ouais. C'est-à-dire que nous sommes des nationalistes purs et durs, lui il n'est pas. Vous avez quelqu'un comme Fayulu qui est populaire. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il est populaire. Vous avez les Matata et ils ont décidé de se mettre ensemble pour une déclaration commune. Moi j'ai un problème avec les hommes politiques congolais. C'est que ils font toujours ça à 1 an de l'élection présidentielle. Ils refusent à un moment donné, de mon point de vue, d'être sérieux. De placer leurs petites personnes, leurs petits égos, leurs petites ambitions de ventre
Il refuse de faire passer le pays avant ça. M. Tshisekedi l'a fait. Vous savez, on remet à M. Tshisekedi un pays plus ou moins pacifié. Il y a plus de M23 à l'est de la RDC. Le M23 est défait, battu, chassé de la RDC par le président Kabila. Et à cette époque, quand le président Kabila allait au front face au M23, il en appelait à l'union sacrée. Il en appelait à l'union sacrée. M. Tshisekedi, à l'époque, très ami de M. Fayoulou, ami de M. Katumbi et de M. Matata, refusait cette union sacrée et expliquait plutôt que nous voulons des élections présidentielles organisées à la minute, à l'heure, à la seconde. Et expliquer comment l'armée est une armée brutale, comment est-ce qu'elle malmène les Congolais, comme des déclarations irresponsables. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se faire. Quand vous regardez le même jeu politique lui arrive également. Et M. Fayoulou, ils n'ont rien en commun. Ils ne s'aiment même pas. C'est un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Personne là ne peut se désister au profit de l'autre. Or, tout le monde sait que quand on va à une élection présidentielle, quand on est de l'opposition, c'est une forte coalition portée par un candidat choisi qui donne beaucoup plus de chances à l'opposition d'arriver au pouvoir, de battre le camp en face. Parce que quand on est au pouvoir, on a des mécanismes et on a des leviers sur lesquels on joue, où on peut domestiquer même une forme d'opposition et surtout où on peut se doter de moyens. Quand on tient le pouvoir, on a les moyens. Et la politique, c'est aussi les moyens. Donc, ils sont là, ils le font. Bon, attendons de voir. Je ne sais pas, j'ai rapidement regardé comme ça. Il semblerait qu'une déclaration soit sortie. La déclaration en appelle à faire taire les égos. La déclaration en appelle à mettre le Congo au-dessus de leurs ambitions. Oui. Et la déclaration en appelle surtout à organiser les élections à temps et en heure. Mais le pays en guerre. Le pays en guerre. La situation congolaise n'est pas différente de la situation du Burkina Faso. Le pays en guerre. Il n'y a rien sur le pays en guerre. Moi, j'aurais aimé qu'ils se réunissent d'abord pour parler de cette situation de guerre. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème? Et je vous ai dit qu'il est compliqué. Parce qu'il y a le M23 et il y a le bon M23, je vous ai expliqué. Donc, il y a des Congolais M23, du bon M23, et puis il y a une bande de mercenaires instrumentalisés par Kigali. Comment on résout ce problème politique? Voilà ce qui m'aurait intéressé d'abord concernant ces hommes politiques. Ceux-ci ont donc dit dans leur déclaration qu'ils exigeaient les premières, allons-y peut-être par échelon, Monsieur Tatinda, les premières exigences, appelons-les ainsi, de ces hommes politiques n'ont rien à voir avec la sécurité du pays, n'ont rien à voir avec l'aspect économique du pays, mais elles sont toutes politiques. On demande par exemple la désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. On demande également la révision de la loi électorale et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Déjà, voilà les premières exigences de ces différents hommes politiques. On poursuit avec l'exigence selon laquelle il faudrait la fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales qui agiraient contre les candidats présidents, la fin des arrestations arbitraires des hommes politiques, journalistes et puis activistes de la société civile et la libération de tout prisonniers politiques. On poursuit avec la demande en temps et en heure de la fin des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri et toute la zone qui est bien sûr occupée. La conduite urgente d'un audit extrême des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre qui reflètera les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. On rappelle que déjà l'opposition s'était soulevée contre la démarche d'enrôlement sur le territoire congolais. La dernière exigence est la présence d'observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. Ces hommes politiques se sont réunis aujourd'hui, ceux de l'opposition, c'était pour produire donc cette déclaration commune dans laquelle il y a ces 8 exigences que je viens de citer. Aucune d'entre elles ne vous parle, Bertrand Tatinda. Moi, j'ai envie de vous dire, Madame Bégoudé, vous y croyez vraiment?
Vous croyez vraiment que le pouvoir de Kinshasa va satisfaire à une seule de ces revendications? Nous sommes à 7 mois de l'élection. À 7 mois de l'élection. La RDC, c'est 2 300 000 km² de territoire. C'est un pays qui n'a pas énormément développé des infrastructures routières. Pour partir d'un point de la RDC tout au nord et un point tout au sud, c'est des fois 2700 km en pleine forêt vierge. C'est la RDC qui a le plus grand pourcentage de ce qu'on appelle la forêt du bassin du Congo. Le plus grand pourcentage de cette forêt, pratiquement 40% de cette forêt se retrouve en RDC. Le pays aujourd'hui est fortement attaqué à l'est de la RDC. Nous avons fait une émission ici où j'ai pointé la responsabilité directe de M. Tshisekedi. D'ailleurs, je l'appelle rigolo. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrivé au pouvoir un peu par accident. C'était ses amis. C'est dans une chambre de Genève où ils s'étaient désigné le candidat unique au nom de ce qu'ils avaient appelé l'alliance de la Mouka. Vous vous souvenez? Et qui devait porter cette candidature unique, c'était M. Fayulu. Sauf que les amis de M. Tshisekedi ils ont dit qu'écoute, si tu veux revenir à Kinshasa, il faut rapidement sortir de cette affaire. Donc, soyons un peu sérieux. Rappelez-moi deux, trois revendications là. Vous croyez qu'on peut refaire la Cour constitutionnelle là, à 7 mois? L'enrôlement, c'est à eux aussi de participer à la réussite de l'enrôlement. C'est-à-dire de faire inscrire d'un militant. Une inscription dans un pays et pas seulement l'affaire de la structure chargée d'organiser les élections. C'est aussi l'affaire des partis politiques. C'est aussi l'affaire des citoyens. Ça veut dire que vous pouvez ne pas être affilié à un parti politique. Vous décidez de faire enrôler des proches à vous, des amis à vous, juste pour, comment je veux dire, pour participer et aider à ce que le plus grand nombre participe à la vie politique du pays, notamment à la désignation de l'institution suprême du pays, à savoir le président de la République. Il demande la fin des tueries en Ituri. Pas à la fin d'un communiqué comme ça, nous apportons un soutien à l'armée nationale. C'est ça que j'appelle des responsabilités des hommes politiques. Et il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Il faut faire attention quand vous êtes dans l'opposition. Quand vous tenez des discours véritablement irresponsables, vous avez des postures irresponsables. Quand vous arrivez même à la tête de l'État, ça vous rattrape. Monsieur Tshisekedi, il y a des gros problèmes aujourd'hui avec l'armée congolaise parce qu'il avait un peu trop dénigré cette armée quand il était dans l'opposition. Et le voilà chef suprême des armées. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, aujourd'hui, il se fait importer une armée de la planète Mars, ou bien c'est cette armée. Il est bien obligé de la restructurer, il est bien obligé de la chouchouter, il est bien obligé de s'y appuyer, de voir les problèmes que cette armée a et de se mettre au chevet de cette armée. Mais quand c'est militaire, regarde ce nouveau chef suprême et dire que mais ce monsieur nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Pourquoi la fin d'un communiqué comme ça? On ne peut pas en appeler au soutien de l'armée. L'armée ne fait pas de politique. C'est une institution chargée de veiller à la sécurité des institutions et des biens des personnes, l'intégrité du territoire. Ça a été ce que je peux appeler des revendications politiciennes. Ils n'ont rien à dire. Eh bien qu'ils se taisent. Parmi eux, je chute en expliquant le jeu lors de sa dernière rencontre avec M. Sarkozy. Il comptait sur M. Sarkozy pour voir dans quelle mesure M. Sarkozy peut être un entre-gens pour vendre sa candidature et éventuellement sa victoire. Parce que quand ils ne sont pas très sûrs de gagner une élection, ils comptent sur un cabinet de lobbying européen pour vendre la victoire. Et on se retrouve là, avec un président véritablement feignant, un roi feignant, voilà là où le mot t'aime, un président incapable de donner à l'armée, d'être un véritable chef de guerre, d'aller reconquérir son territoire, et des gens qui veulent arriver au pouvoir sans aucun projet. Ne me demandez pas, M. Tatsinda, partisan, soutien du président Kabila. Lui au moins c'est une idéologie, le président Kabila, de venir arbitrer dans ce que je peux appeler le gang de Siciliens. Donc pour vous, il s'agit d'un tapage,
uniquement d'un tapage et de personnes réunies sans programme politique. La question que je posais donc tout à l'heure, c'était est-ce qu'on est en face d'un front qui a compris le jeu politique ou alors en face d'un front qui rentre dans une fabrication de discours juste anti-Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez souligné tout à l'heure qu'il n'y a pas la présence de remerciements ni même d'hommage à l'armée, mais il n'y a pas non plus, je dirais, de cible directe à la population. Ben oui, c'est ça la politique. Made in Africa. C'est ça la politique. Vous savez, les États-Unis ont inauguré ce qu'on peut appeler, ce sont les inventeurs de mon point de vue, de ce qu'on va appeler les fake news. Vous vous souvenez de la guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak? Monsieur Bush a vendu un fake à la terre entière. Arme de destruction massive en Irak. La CIA, le Conseil supérieur de la sécurité aux États-Unis, tous les 14 services secrets américains, la Maison Blanche, le département d'État vont muter leurs activités en une seule opération. Blanchir des fake news et le vendre à la population américaine, à la population mondiale. Pour réussir à mettre dans l'imaginaire des gens un gros mensonge, l'Irak détient des armes de destruction massive et aller en guerre. Quand les États-Unis déclenchent cette guerre, le président américain a 90% d'opinion favorable. Ça veut dire que même ses opposants les plus farouches apportent le soutien et apportent le soutien à l'armée américaine. Je dis une guerre qui va être déclenchée à partir d'un fake. La conséquence a été terrible. Le 11 septembre et la naissance de Daesh. Il n'y a pas un pays dans le monde qui ne souffre ou qui n'a souffert de la criminalité de Daesh. Vous voyez la conséquence de ce que ça a porté? Mais au moins aux États-Unis, les hommes politiques, dans la pratique politique, avec tout ce qu'il y a comme intrigue, faux semblants, hypocrisie et tout, apporter un soutien à l'État américain qui va en guerre. La RDC est en guerre. Tout l'est de la RDC est à feu et à sang. Le M23 s'est retiré de quelques villages, mais pour renforcer ses positions ailleurs. Mais on ne fait plus dans ce cas de politique politicienne. On apporte son soutien au chef suprême des armées. C'est pas parce que M. Tshisekedi l'a fait. Et souvent les populations, à ce moment-là, se rendent compte qui a une posture d'homme d'État. Être un homme politique ne fait pas forcément de vous quelqu'un qui a une posture d'un homme d'État. Et les populations se rendent compte, l'armée se rend compte, les corps sociaux se rendent compte que lui, il a une posture d'homme d'État. Donc, apporter dans une situation comme celle-là, pas le soutien politique, mais un soutien appuyé, même militaire, stratégique à M. Etienne Tshisekedi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ils le font pas. Ils sont dans leur réunion, ils veulent une élection, ils veulent la fin des tueries, mais sans apporter le soutien à l'armée. Qui peut mettre fin aux tueries? C'est l'armée. Ils veulent une recomposition du Conseil constitutionnel. Ils veulent, comment je peux dire, de restructurer même la CENI. Mais nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle. Mais personne ne parle d'une vaste campagne. Les 5 qui se réunissent, de faire le tour du pays et appeler les populations à se faire enrôler. Non, ça ne concerne pas se faire enrôler. Personne ne parle même de prêter eux, leur entre-gens et même leur contact dans une forme de médiation et de discussion avec M. Kagame. Je vous ai dit que M. Kagame pose des problèmes. Et dire que moi, mon soutien au M23, c'est parce que effectivement, la RDC soutient mes anciens génocides. Kagame, on peut ne pas y croire, on peut se dire que c'est farfelu, mais Kagame, il pose ça comme problème. Et dire que vous avez les AFDL, c'est-à-dire que les anciens génocidaires, le Front de Libération, le FLR, le Front de Libération du Rwanda, chez vous, qui ne sont pas non plus des enfants de cœur. Donc, il est de mon devoir, moi, M. Kagame, de protéger mon territoire et de protéger mes populations. Donc, au lieu d'attendre qu'ils viennent me faire la guerre à Kigali, eh bien, j'anticipe, moi, je vais les faire la guerre dans les forêts de la RDC. C'est une position affirmée de M. Kagame. Mais quand vous n'êtes pas sur le plan militaire, vous, les rapports de force ne sont pas de votre côté, que vous n'arrivez pas à faire entendre raison à M. Kagame sur le plan militaire, vous êtes au moins obligé d'écouter ses positions politiques.
et d'aller même à la négociation avec lui. Donc voilà ce que je peux dire de ça, Madame Bégoudé. Et en parlant de négociation, justement, on a actuellement sur le territoire congolais le président suisse qui, lui, a appelé à la discussion entre le M23 et le gouvernement. Et Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré qu'il n'était pas pour un dialogue avec le M23. Ce serait apporter un peu trop de poids à ces rebelles. Mais vous n'avez pas vu, vous n'avez pas trouvé la position suisse un peu curieuse. Ça ne vous a pas surpris qu'il parte de sa Suisse natale et puis vienne demander de négocier avec le M23? Sinon, il sera obligé de porter le problème à l'ONU. Ça, c'est ce qu'il a déclaré. Ah ouais, sinon, pourquoi il ne porte pas le problème à l'ONU? Pourquoi il vient demander de négocier avec le M23? Le M23 n'est pas un État. C'est un mouvement rebelle. Lui là, il est prêt à négocier avec un mouvement rebelle qui partirait de France et qui s'attaquerait à la stabilité de la Suisse. Vous savez, moi je me méfie souvent des traitements que les gens veulent appliquer aux autres, mais ils ne veulent pas s'appliquer à soi. En plus, il faut négocier avec quel M23? Moi quand les gens disent M23, je dis je ne comprends rien au problème. Il faut négocier avec quel M23? Il y a le bon M23, oui. Mais là maintenant c'est des problèmes politiques de RDC. C'est au président Tshisekedi de régler les problèmes politiques intérieurs de son territoire. Par contre, le M23 instrumentalisé par M. Kagame, on a discuté déjà avec le M23. Il y a eu des accords, il y a eu des négociations de paix. Il y a eu... Si la Suisse aime beaucoup la RDC, pourquoi la Suisse n'apporte pas un appui militaire? Pourquoi la Suisse n'apporte pas un appui financier, économique au pays, même sur le plan économique? Parce qu'avoir une armée forte, il faut aussi avoir une économie forte. Je ne connais pas des pays qui ont une armée très forte et qui ont une économie en lambeaux. Parce que ça coûte cher. Entretenir une armée forte et une armée puissante. Se doter d'un instrument militaire, c'est cher, ça coûte cher. Donc, et en même temps, c'est à Genève, c'est en Suisse qu'on était allé faire cette réunion nuitamment pour dire qu'on va désigner le candidat unique. Elle a souvent un rôle. Beaucoup d'entreprises suisses dans ce qu'on appelle le négoce, madame. Je vais vous donner le nom de une, Glencore. Glencore, ce sont des corbeaux. C'est-à-dire que Glencore vit de la guerre. Glencore vit de vos mines. Glencore se fait payer sur les mines. Glencore entretient des rébellions. C'est une entreprise suisse. Est-ce qu'il n'est pas là en train de jouer les VIP de Glencore et de ce que je peux appeler des entreprises minières de négo suisse? Est-ce que lui, vous dites il y a le président suisse, mais c'est vous, Madame Bécoudé, qui l'appelez président suisse. Moi, je dirais plutôt, il y a le négociateur en chef dans une démarche mercénariale des intérêts miniers des majors suisses. C'est un peu long quand même. Ben, oui, mais vous rigolez, oui, mais cette posture-là, vous avez pas vu ça? Donc, c'est vous qui dites qu'il est là en tant que président suisse. Donc, c'est là où M. Tshisekedi est isolé, parce que même cette communauté internationale sur laquelle il comptait, mais on lui dit il faut négocier avec le M23. Négocier avec le M23 veut tout simplement dire allez vous jeter dans les bras de M. Kagame. Parce que le M23, c'est qui? C'est M. Kagame, c'est Washington. Ben, en même temps, de temps en temps, il va pleurer dans les cuisses de M. Washington. Il est allé pleurer dans les cuisses de M. Blinken. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Je vous l'ai déjà dit ici. Il n'a pas de solution, M. Tshisekedi. C'est un problème. Mais finalement, quand les gens arrivent à la tête de nos États et on se retrouve dans ces situations et ils n'ont pas de solution. C'est un problème. Finalement, la RDC est face à plusieurs problèmes. S'il n'y a aucune carrure politique qui pourrait... À des sacs de problèmes, comme on parle au Cameroun. Vous dites à des sacs de problèmes, parce que même à Kinshasa, la situation économique est dramatique. Oui. La corruption est endémique. Tout ça est d'ailleurs signalé aussi dans la déclaration commune. C'est pas parce que c'est M. Famulo et ses amis qui le disent que je dois dire que c'est faux. La situation économique est dramatique. La corruption est endémique. Rien. C'est ça, tenir des discours irresponsables. C'est donner l'impression que je suis Dieu le Père. Je suis opposant, venez à moi, je suis la lumière. Quand je vais arriver au pouvoir, il n'y aura plus un corrompu congolais. Non, il y a des tas de corrompus congolais. Il n'a pas relancé l'économie. Quand M. Kagibila a renforcé un certain nombre d'articles sur ce qu'on peut appeler le code minier, M. Tshisekedi était contre.
il se rend compte aujourd'hui que ce code minier ne peut pas lui permettre de relancer son économie. Il est obligé, parce que les majors, les entreprises de négoce ont pratiquement la part belle dans l'exploitation minière du pays. Donc il faut équilibrer ce code minier. Ça fait donc que le pays n'a pas de ressort pour relancer l'activité économique. Il a relancé aussi les grands travaux. Il y a le port en eau profonde, je crois, sur les côtes congolaises. Là, j'ai pas tout à fait le nom du port que le président Kabila a laissé. Il y a aussi, il veut restructurer l'armée. Il y a les grands travaux. C'est un pays, je vous ai dit, qui n'a pas d'infrastructure routière. Généralement, on se balade à l'intérieur du pays. Il est tellement grand avec un avion. Il n'y a pas d'infrastructure routière. Comment il fait si l'État n'a pas de revenus? Donc, vous voyez qu'il est une situation compliquée, très compliquée. Et face à cette situation compliquée, on revient sur une décision qui a été jugée assez stratégique par certains observateurs beaucoup plus congolais. C'est l'arrivée de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe au pouvoir, qui venaient donc pour apporter leur soutien, disons-le comme ça, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Est-ce un aveu, je ne veux pas dire d'échec, mais je dirais de faiblesse de Félix-Antoine Tshisekedi, qui se dit qu'à 7 mois de l'élection présidentielle, il peut encore rattraper le coup sur le plan sécuritaire et sur le plan économique avec de nouvelles stratégies? Là, il a fait de la politique. Là, il a fait de la politique. Il s'est rendu compte, peut-être, que ça avait été une erreur de déconstruire son alliance politique avec le président Kabila. Et il s'est rendu compte aussi certainement que quand tu n'as pas un fort soutien politique, tu n'es pas un chef militaire fort. Il faut un fort soutien politique. Et il s'est retrouvé que M. Bemba était là, avait besoin de rebondir sur la scène politique. Il s'est trouvé que M. Kamerhe, accusé à tort, qui avait été son allié, il est populaire aussi, M. Kamerhe, qui avait été d'un fort soutien à sa victoire, était en ce que je peux appeler en train de traverser sa traversée de désert, c'est dans sa traversée des déserts. Donc lui, ces stratèges politiques lui ont dit tout simplement que Monsieur le Président, nous gagnerons d'abord pour diviser le camp Fayoulou et le camp Kachoubi, de rallier cela à notre cause. Parce que s'ils se mettent ensemble, eh bien, on peut se retrouver dans de grosses difficultés. Surtout qu'on n'a plus une véritable alliance forte avec le président Kabila. Donc, il a fait un gouvernement d'union nationale où il a recherché d'une pierre deux coups. D'abord, union sacrée pour la guerre, union sacrée sur le plan politique, et voir comment il pouvait renforcer la majorité présidentielle pour aller à l'élection. Sauf que Monsieur Katumbi, Monsieur Bemba rit, parce que Monsieur Bemba roulera pour son propre compte. Monsieur Kamerhe ne peut plus croire à une véritable alliance, à une véritable sincérité d'action avec Monsieur Tshisekedi qu'il a jeté en prison. Donc lui, on se fait des faux semblants, mais chacun va profiter de ce strapontin politique pour voir dans quelle mesure se faire de l'argent et se faire une nouvelle clientèle politique pour lui jouer sa carte éventuellement dans 5 ans pour la prochaine élection présidentielle. Pas celle-ci, mais éventuellement la prochaine. Et cuite de l'union sacrée autour de l'armée, d'une véritable réflexion stratégique. Et la preuve est que M. Bemba est arrivé. Quelle a été l'idée forte qui va porter aux forces armées pour gagner la guerre? Vous êtes très renseigné, Madame Begoudé. Vous suivez cette actualité avec beaucoup de passion. Quelle a été l'action forte de ça? C'était un ancien chef milicien. D'ailleurs, il a exporté sa criminalité en RDC, en RCA. Ça lui a valu 18 ans en première instance à la Cour pénale internationale, M. Bemba. Donc, c'est un repris de justice. Mais quelle a été l'action forte? Et dire que je suis ministre de la Défense, voilà comment je compte comprendre ce problème et donner des moyens à mes forces armées. Rien du tout. Rien du tout. Donc, oui, il faut en aller à l'union sacrée. Il faut... je vais même plus loin et dire que les monsieur Fayoulou gagneraient à apporter le soutien dans le cadre de cette guerre.
au président de la République. Et justement, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser, Bertrand Tatinda. Est-ce que cette opposition devrait penser, au lieu d'une alliance contre Félix-Antoine Tshisekedi, à une alliance en soutien, bon, non pas à la personne de Félix-Antoine Tshisekedi, au chef militaire, mais disons au chef militaire, voilà, au chef militaire. Au chef militaire, parce que le président de la République est le chef suprême des forces armées. Oui. Et il est aussi acteur politique. C'est-à-dire que M. Tshisekedi, c'est clair, il est candidat à sa réélection. Donc il est président sortant, bientôt il sera président sortant. Donc il va à l'élection présidentielle. Mais une victoire de la RDC sur le M23, pacification du territoire, tout le monde y gagne. Et c'est leur pays. Dans un moment donné, c'est ce que je dis, les hommes politiques doivent pouvoir faire passer l'intérêt du pays au-delà de leurs petites ambitions présidentielles. C'est quoi 5 ans? Prenons même un exemple, que cette année-là, cette élection-ci, dans 7 mois, ils disent à M. Tshisekedi, vu la situation du pays, nous t'apportons le soutien, même politique, pour que tu gagnes l'élection et tu aies de larges moyens de pouvoir gagner la guerre. Mais 5 ans plus tard, M. Tshisekedi ne pourra plus se présenter, parce qu'ils sont en RDC dans ce qu'on appelle la limitation des mandats. Mais eux, ils ont 5 ans. C'est quoi 5 ans dans la vie d'une nation? S'il faille se mettre ensemble et pacifier le territoire et mettre les choses à plat. Je ne suis pas partisan des gouvernements d'union nationale. Ça ne marche pas en Afrique. Oui. C'est un peu comme une sorte de partage de gâteau où chacun voit comment il pille l'État à son niveau, à son propre détriment et pour sa propre petite carrière politique. Mais l'union sacrée, un soutien militaire, un soutien politique apporté au chef militaire pour gagner la guerre et libérer le pays. Moi, je dis, j'aurais été congolais, j'aurais été homme politique congolais. Vous savez tout ce que je pense de M. Tshisekedi. Oui. J'aurais soutenu M. Tshisekedi en tant que chef militaire pour gagner cette guerre. Oui, pas forcément en tant que chef de l'État. Et dans cette déclaration commune, Bertrand Tatinda, les co-signataires ont déclaré en conséquence, une série d'actions sera mise en œuvre pour faire aboutir nos différentes revendications qui sont l'expression du peuple congolais tout entier. La première activité sera une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer 1. L'insécurité grandissante. 2. La vie chère et la misère du peuple. 3. Le processus électoral chaotique. Il termine cette déclaration commune en disant « Il s'agit de la patrie et non des individus ». Ben là, vous pouvez déjà être sûr que cette marche sera interdite. Le gouvernement va dire « Je ne veux pas de cette marche ». Allez marcher. Ils se sont réunis où, madame? À Lumumbashi. Pourquoi ils ne marchent pas à Lumumbashi? Il n'y a pas de rue à Lumumbashi. Il faut bien qu'il soit à côté du peuple de la capitale. Eh bien, il n'y a pas un peuple à Lumumbashi. Je vous rappelle que Lumumbashi, Kinshasa, c'est pratiquement 1000 km. Ils préfèrent faire 1000 km pour venir marcher à Kinshasa. Et vous voyez M. Tshisekedi coucher chez lui et regarder la marche de son ami Fayulu Katumbi en repartant les rues de Kinshasa, disant « M. Tshisekedi, vous êtes un vaurien, un incapable, vous devez démissionner. » La marche sera interdite. M. Bemba, lui, c'est un père fouettard. Il mettra les militaires. Peut-être il fera même tirer sur la foule. Et M. Fayulu prendra ces images de mort, fera le tour de la communauté internationale et dit, il tire sur la foule et on aura ce jeu macabre. Mais M. Tshisekedi l'a fait. Lui aussi, il voulait que marcher à Kinshasa. Il voulait que... On expliquait même des fois à M. Tshisekedi que, mais allez marcher à Bruxelles, M. Tshisekedi. Vous vivez à Bruxelles. Allez marcher à Bruxelles. Il y a des rues à Bruxelles. Il disait, non, je peux marcher à Kinshasa. Non, ça fait rire, mais elle ne sera pas autorisée, cette marche. Et c'est juste, comme on dit, pour chauffer la foule avant que les artistes n'arrivent. Et les hommes politiques ont cette stratégie dans nos pays. Ils se disent que, en chauffant la foule, en exacerbant la détestation sur le présent en place, en chauffant leurs militants à blanc, eh bien, ils se mettent sur une rampe de lancement favorable pour l'élection présidentielle. Mais les conséquences peuvent être dramatiques. Si rien n'est fait, cette marche peut déboucher sur beaucoup de victimes. Le même scénario qu'au Tchad? Au Tchad, ce n'était pas une marche, c'était un coup d'État manqué. Heureusement d'ailleurs. Merci Bertrand Tatinda. Eh bien, on va dire que c'est le même scénario que les hommes politiques africains servent toujours. Pourquoi et comment comprendre qu'on organise une marche justement pour des raisons comme celle-là lorsqu'on est de l'opposition? Ne faudrait-il pas proposer
des solutions, proposer un soutien. Bon, ça, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faut absolument soutenir le chef des armées. En cas de guerre, pas absolument. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez critiquer, parce que ce qu'ils disent, il y a beaucoup de vérité. Bien sûr. Il y a des faits. La CENI, on ne sait pas trop si elle est bien organisée. D'ailleurs, la CENI explique qu'elle ne peut pas faire les enrôlements à l'est de la RDC. C'est ce qui a été déclaré. L'est de la RDC, c'est beaucoup de population. Vous ne pouvez pas faire l'élection et exclure ces populations. Mais comment on fait? Quelque part aussi, le M23, je vois moi le M23 être là et voir les agents aller faire vos enrôlements. Donc, quelque part, la CENI a un sérieux problème. Comment on résout ce problème? Deuxième des choses, est-ce qu'il faille reporter l'élection? Mais pour beaucoup de personnes, c'est niet, surtout pas ça. D'ailleurs, eux, les Fayoulous, c'est que au lendemain, M. Tshisekedi, la fin de votre mandat, il n'y a pas élection, vous n'êtes plus chef d'État. Donc, j'ai même envie de penser qu'ils veuillent pousser à une situation comme celle-là. C'est-à-dire que mettre le pays dans une situation de chaos à Kinshasa, mettre le pays dans une situation d'ingouvernabilité, créer des poches. Le président? Non, créer des poches de désordre partout, pour que le président puisse pas à date organiser l'élection. Et après, c'est simple, ce n'est qu'un problème juridique. Quand vous n'avez pas organisé à date l'élection, ben, vous n'êtes plus de façon légale, vous n'êtes plus de façon légale chef d'État. Et bien, ils attaquent votre présence et ils vous disent même que vous n'êtes plus chef d'État. Donc, vous ne répondez plus de rien. Ils incitent même l'armée à ne plus pouvoir se soumettre à vos ordres. Donc, vous voyez donc, il y a ça, et c'est pour ça que je pense que il y aurait fallu voir dans quelle mesure apporter le soutien politique et prêter son entre-gens pour aller à la négociation. Surtout que le M23 veut négocier. Le M23 arrive à la stade de négociation. Il y a un négociateur de la CEAC, le président angolais. Le M23 veut négocier. Kagame veut négocier. M. Tshisekedi ne veut pas négocier avec M. Kagame parce qu'il estime qu'il est attaqué de façon unilatérale. Oui. Donc, il y a quand même des possibilités de négociation. Maintenant, c'est ça être un homme politique, M. Tshisekedi. Il faut résoudre les problèmes politiques. Et donc, les opposants qui se sont réunis aujourd'hui à Lumumbashi auraient dû peut-être dans leur communiqué appeler le président Félix-Antoine Tshisekedi à la négociation. À la négociation. Et même eux, être prêts et dire qu'ils sont prêts à pouvoir aider à la négociation. M. Fayoulou a déjà rencontré M. Kagame. M. Fayoulou est connu. Il a beaucoup d'entre-gens. M. Fayoulou a été reçu au Quai d'Orsay. M. Fayoulou a été reçu à Washington. Je peux vous dire, M. Fayoulou a de forts soutiens au sein de la communauté internationale. Oui. Donc pourquoi il ne met pas ses soutiens au service d'une négociation forte pour la paix dans son pays? Et puis il est à la fleur de l'âge, je peux dire, M. Fayoulou. Dans 66 ans. 66, dans 5 ans plus tard, M. Fayoulou a encore l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc, voyons voir. Et je le dis, sachant, vous connaissez la détestation. Oui. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue. Allez-y. Le silence du président Kabila. Oui, ça quand même le silence du président Kabila. Et moi, j'en appelle le président Kabila, qui est l'homme politique que je soutiens en RDC. Je ne me cache pas, je ne me suis jamais caché. On le sait, M. Tatina. Vous le savez, Mme Bégoudé. Merci. Donc, de dire quelque chose, président, de dire quelque chose, président. Le pays, la situation est compliquée. De dire quelque chose comme ça. Mais vous savez aussi qu'il est un peu comme le président du Cameroun. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais je crois qu'il va finir par dire quelque chose. Parce qu'il a un poids politique quand même aussi important, c'est-à-dire que sur le plan local, je crois qu'il a la majorité locale, il a des députés provinciaux, il a des gouverneurs, au Sénat, il a des amis au Sénat, à l'Assemblée nationale, le FCC, il a un poids politique prépondérant. Merci infiniment, Monsieur Tatinda, d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de questions-réponses dans le cadre de cette émission Regard Panafricain. Avec vous, nous avons compris qu'on attend du Burkina Faso, pour ce qui est des observateurs de la scène panafricaine, un langage clair avec son ami la Russie, partenaire russe. Un appel à l'aide, même pas un langage clair, un appel à l'aide clair et officiel. Clair et officiel, assumé par le président dans une déclaration solennelle à la nation, il en appelle à l'aide, clair. Moi, quand j'ai rencontré, vous avez Xi Jinping dernièrement à Moscou, les deux ont fait des déclarations fortes sur l'alliance stratégique. C'est pas
c'est pas les attitudes. On n'est plus au stade des attitudes et des déclarations politiciennes. Il faut en appeler à l'aide de la Russie. Et avec vous, on a également compris que les opposants qui se sont réunis sont totalement passés à côté de la politique de la République démocratique du Congo et on attend un peu plus d'eux. Merci Bertrand Tatinda. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre palabre intellectuelle. Merci Albert Dibonguet qui était à la mise en onde de ce programme et merci à vous tous de nous avoir regardés sur nos différentes